10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Mais Thomas. oui, je reçois ce matin deux spécialistes du sport mécanique sur Canal+, Margot Lafitte, Jules Deremble, les visages de Formula One qui suit la Formule 1 sur Canal. Margot, vous présentez aussi la grille, vous allez commenter le premier Grand Prix de F1 de la saison, ce sera le 8 mars en Australie. Jules, vous présentez entre autres la grille moto et le premier Grand Prix de MotoGP, c'est le 1er mars en Thaïlande. Est-ce que vous ne seriez pas tous les deux sur finalement les meilleurs boulots de la télé ? Parce que vous voyagez tout le temps en fait. On s'en approche en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, déjà travailler dans sa passion, c'est quand même une chance inouïe. Ouais. Et effectivement, parcourir le monde, c'est quand même très savoureux parce que on s'ennuie jamais, quoi. Et puis le sport, ça reste quand même un spectacle qui d'une année à l'autre, même si on va aux mêmes endroits, est différent. Donc voilà. Après, il y a 24 Grands Prix en Formule 1, 22 en moto. Vous êtes sur tous les Grands Prix de la saison, Jules ? On en donne un peu. On est, Oui, quand vous même, on est distribuez sympa. un peu. On est sympa. On a des familles. Si on ne veut pas c'est ce que divorcer j'allais trop vite, on donne un petit peu. Parce quand que même. ça doit être aussi un peu crevant quand même, Oui. l'histoire. Mais Vous êtes bon, tout le temps en jet lag, non ? Il y a alors, toi Margot, en F1, il y a quand même plus de Grands Prix, ce qu'on appelle overseas, c'est-à-dire avec un vrai décalage horaire. Nous, il y a plus de manches européennes, donc, mais c'est vrai qu'on essaye quand même de... On a du mal à en donner parce que c'est une passion, donc c'est vrai que le mercredi matin, quand on arrive à l'aéroport, on est très content. Ouais. On le dit pas trop à nos Ouais. conjoints Bon, respectifs, salut, mais, voilà. La semaine prochaine. au boulot, c'est un peu dur et Sac tout, sur mais le c'est vrai dos. qu'on est très heureux On va de au se charbon. déplacer. Ouais. Et alors les Français, c'est vrai, ils s'intéressent de plus en plus au sport mécanique. Alors il y a eu l'effet évidemment de la série Netflix Formula One, et puis c'est la manière aussi de couvrir ces grands prix qui, j'ai l'impression, a beaucoup évolué dans le temps. Chaque année, vous rajoutez des petites choses techniques, des petites coulisses. Ça a beaucoup changé par rapport à l'époque où votre père, par exemple, commentait sur TF1. Margot. Déjà, il y a beaucoup plus d'heures d'antenne, donc on a beaucoup plus de temps pour s'exprimer et pour raconter les choses. Et puis, on a un public, certes, de connaisseurs historiques. On attaque la 14e saison à Canal, donc on a ceux-là qu'il faut satisfaire. Donc on les abreuve d'éléments techniques qu'ils adorent. Et puis aussi les nouveaux arrivants à qui il faut apprendre la Formule 1, apprendre le sport, donc leur expliquer l'ADN de notre sport, nourrir un peu leur passion et expliquer aussi un peu l'histoire à travers des documentaires, notamment sur Enzo Ferrari par exemple, ou parler de nos pilotes iconiques français comme Jean Alesi. On doit les satisfaire aussi. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident, d'arriver à satisfaire tous les publics, à la fois les spécialistes et juste ceux qui tombent un peu par hasard sur un Grand Prix. Vous avez toujours ça en tête, Jules, quand vous commentez ces sports ? Surtout de vulgariser au fur et à mesure du week-end, c'est-à-dire que le vendredi, on va s'adresser peut-être plus à des spécialistes, des gens qui se branchent à 10h50 pour regarder une séance d'essai. Il faut quand même vraiment aimer. Ultra passionné, donc c'est-à-dire que ceux-là, on leur explique pas que la roue avant elle est à l'avant et que la roue arrière elle est à l'arrière, ils maîtrisent bien ça, donc il faut leur donner plus, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du week-end, on va apporter un petit peu plus de pédagogie, et le dimanche, qui est notre plus grosse antenne, et la plus grosse audience, notamment pour la grille respective, on va vulgariser, on va demander à nos consultants d'être le plus précis possible, essayer d'élargir le spectre. Et puis personnaliser peut-être un peu plus sur les champions, sur les combats entre eux, parce que c'est ça ce qui nous intéresse aussi. Scénariser tout ça, oui. Ouais. Est-ce que l'un s'intéresse à la discipline de l'autre ? Est-ce que Jules, par exemple, vous y connaissez en F1 ? Marion, vous suivez la MotoGP ? Sur la F1, oui. Vous maîtrisez chacun les matières de l'autre. Jules a travaillé aussi sur la Formule 1 avant le MotoGP, et moi j'ai également travaillé sur la moto, donc oui, et puis je pense que quand on est passionné de chaque discipline, c'est on global, ne peut pas ne pas s'intéresser à l'autre. Et puis alors là, c'est particulièrement intéressant cette année, parce qu'on peut le dire, vous, Margot Lafitte, qui suivit la Formule 1 depuis des années et des années maintenant, la Formule 1 vit une petite révolution avec des voitures, une grande révolution même, on peut le dire, des voitures qui ont désormais des moteurs hybrides, des carburants durables, des voitures plus légères aussi. Est-ce que ça rebat les cartes selon vous ? C'est complètement le but d'ailleurs de l'opération. Ah oui, c'est ça l'idée derrière. Au-delà de bien sûr être de plus en plus écologiquement responsable, bien sûr, mais c'est aussi, en limitant aussi les budgets, ça c'est aussi une autre notion, d'avoir plus de spectacles en piste, d'essayer de rééquilibrer un petit peu les forces, afin qu'il n'y ait pas une hégémonie comme on a vu par le passé. Et donc ce genre de moments-là sont extrêmement savoureux dans notre sport, parce qu'on sait qu'une saison comme celle-ci, la 2026, avec ce chamboulement réglementaire, apportera quoi qu'il arrive beaucoup d'incertitudes, et c'est ce qu'on aime quand même. Parce que ce que vous voulez dire, c'est que ça va reposer davantage sur le talent des pilotes, plus que sur celui des constructeurs ? C'est pas tant ça, c'est plus sur le travail de l'équipe dans sa globalité, je dirais. Le pilote compte toujours, évidemment, mais quand même, le travail de l'équipe pour réussir à mettre sur ses 4 roues cette voiture avec toutes les nouvelles réglementations, c'est d'une complexité sans nom, et donc c'est celui aussi qui aura le mieux travaillé, mais on peut imaginer que
tout le monde en est à peu près au même point au début d'une ère comme celle-ci. Ouais. Parce que j'ai vu à l'inverse que Max Verstappen, qui a gagné 4 fois, qui est quadruple champion du monde de Formule 1, lui, il n'était pas très content, de ces changements. Et justement, il dit que il va pouvoir moins accélérer comme il pouvait le faire. Max, il va mettre du gaz. Lui, ce qui l'intéresse, c'est gaz. Et là, il va falloir gérer. Faut gérer sa batterie, en fait. Faut gérer ses batteries, faut gérer le moteur. Et il y a plein de paramètres qui vont entrer en compte. Et quand on est un pilote, quand on veut aller le plus vite possible, on a du mal un petit peu à assimiler ça. Et c'est vrai que c'est plutôt les vieux briscards de la F1 qui râlent, c'est-à-dire Verstappen, qui est pas le plus vieux, mais qui a quand même une certaine expérience, Alonso, qui est là depuis plus de 20 ans. Ce sont des pilotes qui ont été toujours à la limite du pilotage. Et là, pour l'instant, on n'est plus à la limite du pilotage. Il va falloir gérer. Donc, peut-être que d'autres pilotes vont émerger, que d'autres équipes vont émerger. Ça va rebattre les cartes. Oui, sans doute. D'où le fait que Lando Norris, son rival, dise il serait peut-être temps qu'il prenne sa retraite. Quoi. En tout cas, s'il veut qu'il prenne sa retraite, il a répondu ça. Il se plaigne beaucoup, quoi qu'il arrive. C'est comme ça dans les nouvelles aires tout le temps. Parce le que changement, je pense que et puis ça effraie. Surtout, je pense qu'ils ont aussi peur de ne pas avoir la voiture qui marche. Et alors après, je ne sais pas si vous allez vivre une saison de Formule 1 aussi folle que la précédente, mais ça va être compliqué en tout cas de faire aussi fort en termes de suspense. Parce que l'an dernier, ce qu'on a vécu, c'était quand même assez exceptionnel, avec donc ce Britannique, Lando Norris, qui a été sacré champion du monde à l'issue du tout dernier Grand Prix à Abu Dhabi, avec seulement 2 points d'avance sur Max Verstappen, qui dominait le championnat depuis 4 ans. Jules, je crois que vous y étiez sur place. Ça devait être un moment fou. C'était génial parce que on a vécu course après course la remontada de Verstappen, qui était tellement loin, qui disposait d'une monoplace moins performante que la McLaren de Lando Norris, et qui, grâce à son immense talent, grâce à des faits de course, a pu remonter course après course et nous offrir un scénario fou à Abu Dhabi. Donc c'est vrai qu'on avait vécu un grand moment de sport sur place, on s'était régalé. Ça, c'est quand même génial pour vous, là, c'est le scénar idéal. Raconter, c'est formidable. C'est-à-dire que c'était un événement dans l'événement, le dernier Grand Prix. Et alors, autre nouveauté de cette nouvelle saison, un Grand Prix, j'ai vu ça à Madrid, qui va se passer dans la ville, un peu comme Monaco, c'est ça ? Oui, ce sera exactement ce type de Grand Prix, en tout cas. Urbain. Urbain, exactement. Des circuits urbains qui sont toujours très excitants parce que les limites de piste ne sont pas très importantes. C'est pas un Grand Prix comme en France, le Paul Ricard, par exemple, où il y a énormément de dégagement. Là, on est proche des murs et on n'a pas trop droit à l'erreur. J'ai vu que ça aussi, ça plaisait pas trop à Max Verstappen. Décidément, pas grand-chose qui lui plaît. Il est très exigeant. Il est exigeant. Même on n'est pas quadruple champion du monde pour rien. On met la barre très haute. Et puis, il y a 2 nouvelles écuries qui font leur apparition cette saison, Audi et Cadillac. Ils ont des chances d'être assez haut dans la grille. C'est pas le même profil. Non. Il y en a une, Audi, qui d'abord qui est un constructeur très important, qui est né des cendres entre guillemets de Sauber, qui a récupéré une ancienne équipe, et Cadillac, équipe américaine, qui arrive et qui a construit une équipe d'une feuille blanche. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes profils. Je pense que... Mais ils arrivent à un bon moment. Oui. Ils arrivent au meilleur moment. C'est-à-dire quand on redessine, complètement un championnat. Ils vont pas suivre. Mais je pense que sur le papier, Audi quand même a plus de chances de marcher plus rapidement. Oui, absolument. Mais attention, ils sont très lucides sur leurs objectifs. Ils estiment ne pas gagner avant 2029-2030. Enfin, donc ils comprennent aussi la complexité, l'ampleur de la tâche que représente la Formule 1. Et il y a un truc qui va être intéressant cette saison, c'est qu'on entendra aussi les commentaires des patrons d'écurie et des figures du paddock en direct. Il y aura encore plus d'immersion dans les coulisses, c'est ça ce que vous voulez faire cette année. C'est ça qui est formidable et qui donne aussi une plongée finalement dans les entrailles de la Formule 1, et ça permet de comprendre encore mieux la complexité, les enjeux, la pression, les responsabilités qu'ont tous ces hommes-là, et donc on se sert de ça bien sûr pour donner un éclairage peut-être encore plus technique et puis surtout très à l'intérieur d'une équipe. Et alors là, ça va être intéressant de suivre 2 Français, évidemment. Il y a Pierre Gasly qui, lui, a vécu une saison 2025 assez compliquée, mais il y a un autre Français qui va sûrement briller cette année. C'est Isaac Hadjar, promu chez Red Bull, aux côtés de Verstappen. Donc ça, on se dit qu'on va avoir des chances de victoire française dans un Grand Prix cette année, a priori. Alors, même si on rebat les cartes, il disposera d'une monoplace capable à un moment donné de s'illustrer. Le problème d'Isaac Hadjar, c'est qu'à côté de lui, il y a quand même Max Verstappen, et ça fait des soucis. Parce que ça, Max Verstappen, c'est quand même... C'est lui la priorité de l'équipe, puis il a écrasé tous ses équipiers. C'est effrayant. C'est un énorme défi pour un jeune pilote qui a 21 ans, Isaac Hadjar, qui va disputer sa 2e saison de Formule 1. Donc, et on n'oublie pas... Esteban Ocon aussi, chez Haas, qui est le 3e français. Bien sûr. C'est des profils différents.
Adjar, c'est la petite comète française qui est dans une équipe très puissante, qui a déjà été multiple championne du monde. Et puis les deux autres Français, Gasly qui est plutôt le chef de file du constructeur Alpine, et Ocon qui est dans une seconde partie de carrière très intéressante parce qu'il est dans une équipe AS qui fonctionne bien. Donc ils ont 3 profils très différents. Mais Isaac, il a l'étoffe. Oui, il a l'étoffe. D'affronter un Verstappen. Un mot sur la moto aussi, parce qu'il y a 2 Français là aussi à suivre. Oui. Évidemment, on a parlé de Fabio Quartararo tout à l'heure, premier champion du monde français de MotoGP en 2021, et Johan Zarco, qui a été le premier Français depuis 54 à remporter le Grand Prix de France. C'était au Mans le 11 mai dernier, devant 312 000 personnes. Pour le plaisir, on réécoute ce grand moment. Il est là, il est solide, Johan Zarco. Il est en train de réaliser le rêve de tous les Français fans de moto. Il est en train de faire une folie depuis 71 ans. On attendait qu'un Français gagne le Grand Prix de France. On s'était dit peut-être Fabio, malheureusement. Il a chuté, Fabio Quartararo en partant de la pole. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va s'imposer. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Oh, on a tous pleuré. Mais même si on ne suit pas la MotoGP, que je ne suis pas du tout, on est ému, on est très ému. C'est Laurent Vigal au commentaire. C'était notre 12 juillet 98 à nous. On aura beaucoup de mal à revivre un tel moment d'émotion. Il y avait tout. Quand on dit qu'en sport, les planètes s'alignent. Là, pour Zarco, ce 11 mai, tout s'est aligné. Il y a un scénario improbable qui lui a offert cette victoire historique. Vous pensez qu'il a les épaules pour devenir champion du monde ou c'est encore trop tôt? Je pense que Zarco, il est plutôt vers la fin de sa carrière. Il est plutôt là. Alors d'abord, il dispose pas d'une moto qui est capable de gagner tout de suite, mais en revanche, de faire des coups comme ce qu'il a fait au Grand Prix de France, ça oui, et je pense qu'on va en revoir parce que c'est un pilote qui est atypique, qui est complètement différent des autres, qui a un schéma de réflexion complètement différent. C'est très agréable de parler avec lui parce que il est vraiment solaire. Quand il finit 13e, on se dit qu'il va être dépité en interview et ça se passe très bien. Et quand il finit 4e, on se dit ça c'est super, bravo Johan. Non, je suis énervé, j'aurais dû finir 3e. Le podium, bien sûr. Il est génial, c'est un client formidable. C'est un futur consultant celui-là. Ça, c'est écrit. En tout cas, je pense qu'on va vivre encore des grands moments cette année avec ces sports mécaniques qui sont donc à suivre sur Canal+. Le championnat de MotoGP, c'est donc dès le 1er mars avec ce Grand Prix de Thaïlande. Et puis le championnat du monde de Formule 1, ça commence le 8 mars avec le Grand Prix d'Australie. Merci beaucoup Margot Lafitte et Jules de Ramble. Et bonne saison à tous les deux. Merci.